Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, vous avez constaté bien sûr que j'ai été pas mal silencieux pendant une longue période de temps. C'est parce que je travaillais sur certains projets et c'est aussi parce que concernant cette chaîne YouTube et concernant l'actualité, il y avait plein de choses qui se passaient et je n'avais pas forcément envie de réagir à chaud par rapport à certains événements parce que ça aurait été des réactions trop épidermiques et des fois la réflexion demande un certain temps et puis sur certains sujets je ne me sentais pas toujours très compétent pour réagir à chaud. Et il y avait une telle profusion d'événements que il y avait des fois des gens qui étaient beaucoup plus compétents pour intervenir et surtout avec un agenda qui soit politique, social, économique ou autre. Et effectivement, il faut laisser la place à tout le monde. Et puis par moment, le silence est une bonne solution parce qu'on n'a peut-être rien à dire de franchement intéressant. Il faut le reconnaître. Alors là, il y a un sujet qui me fait particulièrement sortir du bois. C'est celui de la Kanaki. Et c'est pour ça que je reviens aujourd'hui. La Kanaki, la Nouvelle-Calédonie pour certains, est un pays de l'Océanie, une île, un archipel de l'Océanie, et qui se caractérise par une colonisation de peuplement depuis 170 ans. Le peuple autochtone, qui est le peuple kanak, résiste de façon très brillante et de façon multiforme, qu'il s'agisse d'une résistance culturelle, qu'il s'agisse d'une résistance politique. Et donc les Kanaks sont des Mélanésiens et le colonisateur est français. Sur cette terre de Nouvelle-Calédonie, il y a de nombreuses autres populations que la population d'origine française et la population kanak, autochtone. Il y a aussi des Wallisiens, mais moins nombreux, mais il y a aussi une forte communauté de Wallisiens qui est un peuple aussi océanien. Il y a quelques Tahitiens, il y a même des Vietnamiens, et donc la population est très cosmopolite, en dépit du fait qu'effectivement c'est une véritable colonisation, et la lutte de libération du peuple kanak, qui prend des aspects multiformes, mérite d'être connue, et actuellement il se passe un événement qui mérite toute notre attention, à savoir la crise actuelle de Nouvelle-Calédonie est provoquée par le gouvernement français d'Emmanuel Macron, qui a décidé de faire en sorte que soit voté à l'Assemblée nationale un texte élargissant le corps électoral de la Nouvelle-Calédonie. Ce faisant, des personnes qui habitent depuis peu de temps en Nouvelle-Calédonie peuvent devenir, comme c'est le cas en Ariège, dans le Calvados, dans la Vienne ou même dans le Val d'Oise, des électeurs comme n'importe qui d'autre. Sauf que la Nouvelle-Calédonie n'est pas un département français. La Nouvelle-Calédonie a certes un statut entre guillemets français, mais c'est un territoire colonisé de l'Océanie. Il y a un peuple autochtone, le peuple kanak, et il y avait tout un processus de négociation depuis la crise des années 80 qui a fait en sorte qu'il y ait, comment dirais-je, une négociation et une décentralisation qui permettent le respect de tous dans la diversité, notamment au point de vue, comment dirais-je, légal. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? En voulant élargir le corps électoral, l'idée, et ça, on se rend compte qu'on est vraiment dans un classique du colonialisme, le but c'est de rendre à terme les Kanaks ultra minoritaires sur leurs terres ancestrales, de façon à ce qu'ils soient complètement noyés. Comme toute société coloniale, la Nouvelle-Calédonie est forcément marquée par une discrimination de type racial, même si elle n'est pas dans les textes, bien sûr. On sait que les textes de la République française sont très généreux en matière comment dirais-je, d'égalité devant la loi, et on sait malheureusement, y compris en hexagone, que les pratiques sont autres
et que effectivement la discrimination raciale, comme on la retrouve par exemple en France en termes d'emploi, en termes de logement et de représentativité médiatique et de, comment dirais-je, de protection par rapport aux exactions policières, est vraiment flagrante. Donc en dépit de textes de loi tout à fait universels et protecteurs des droits, eh bien les pratiques restent fortement discriminatoires, a fortiori, si c'est le cas dans la France métropolitaine, a fortiori dans des territoires lointains, où effectivement le schéma colonial, l'emprise coloniale, dans les esprits et dans les comportements, est forcément très prégnante. Et donc, ce faisant, face à cette révision du corps électoral, les Kanaks, certains militants ont posé des barrages, et de façon, dans différentes parties du territoire, et de façon à ce que leur voix soit entendue. Et effectivement, cela nous oblige, pour mieux comprendre la situation, à nous pencher sur ce qui s'est passé 45 ans plus tôt, avec la lutte qui avait été emmenée à l'époque par le leader Jean-Marie Tjibaou, le président du Front National de Libération Kanak Socialiste, du Front de Libération Nationale Kanak Socialiste, le FLNKS à l'époque. Et donc, à l'issue de cette lutte de plusieurs années, il y avait eu les accords de Matignon qui avaient consacré en fait un processus, pas vraiment de décolonisation, mais de pacification, avec une reconnaissance des droits de part et d'autre, et avec une éventualité de s'acheminer vers une forme d'autonomie, d'indépendance, avec notamment des processus de référendum. Malheureusement, le corps électoral actuel est quand même défavorable aux Kanaks, puisqu'il ne représente que 40% de la population, et c'est difficile pour eux de faire entendre de façon égale leur voix. Mais revenons sur ce qui s'est passé dans les années 80. Les Kanaks sont colonisés depuis 170 ans, ça fait 170 ans qu'ils résistent de différentes façons, et dans les années 80, un leader, ça avait commencé plutôt dans les années 74, si ma mémoire est bonne, avec le festival Mélanésia 2000, le leader Jean-Marie Tjibaou était apparu sur la scène locale et plus tard internationale avec l'organisation de ce festival culturel pour faire connaître la culture kanak à tous, pour la valoriser, sachant que comme beaucoup de peuples colonisés, il avait constaté que le peuple kanak vivait difficilement sa condition de colonisé, forcément, mais était aussi en proie à un malaise psychologique, social et culturel. Un manque de confiance en soi, puisque devenir un homme dans un système colonial comme celui-ci, c'était se renier en tant que kanak, finalement. C'était ça, l'injonction coloniale. Et donc, face à ces problématiques, qui pouvaient engendrer chez beaucoup d'hommes kanaks des phénomènes tels que l'alcoolisme, parce que dans les années précédentes, il y avait eu un boom du secteur du nickel, et ce qui fait en sorte que beaucoup de Kanaks avaient été embauchés dans les entreprises d'extraction du nickel, et leur niveau de vie sur le plan économique s'était amélioré. Mais les traumas psychologiques de la colonisation n'avaient pas pour autant disparu. Donc ce passage à un niveau de vie un peu plus élevé et cette déségrégation par rapport à certains commerces où ils avaient à présent ils avaient l'accès de ces commerces en tant que consommateurs, ce qui n'était pas le cas auparavant, et certains ont été complètement en proie à des phénomènes d'alcoolisme, etc., dus au mal-être qu'ils traversaient. Donc effectivement, cela a créé une crise au sein des familles, et ces problèmes psychologiques, ces problèmes sociaux engendrés par l'idéologie coloniale et le fait colonial nécessitaient un soin, et le soin, c'était
retrouver un amour de soi à travers une célébration de la culture kanak dans ses traditions multiples. Et donc ce qu'a réussi donc Jean-Marie Tjibaou avec le festival Mélanésia 2000 au milieu des années 70. Jean-Marie Tjibaou est né en 1935. Et donc c'était un ancien prêtre catholique qui a ensuite quitté les ordres, et il avait fait aussi des études d'ethnologie en France, et notamment à l'Institut des hautes études en sciences sociales, si ma mémoire est bonne. Et donc parti de la tribu à un âge précoce, il s'était trouvé en quelque sorte déraciné, et de retour en Nouvelle-Calédonie, nanti de sa formation d'ethnologue, il avait constaté qu'il y avait un besoin de revalorisation de la culture kanak. Après la réussite de Mélanésia 2000, qui était un événement essentiellement culturel, Jean-Marie Tjibaou s'est engagé en politique, cette fois-ci, au sein du FLNKS, de l'Union calédonienne. Il a été élu maire assez rapidement de sa commune d'origine de Yengen, et ensuite il a occupé différentes fonctions politiques tout au long de sa carrière politique. Au cours des années 80, au milieu des années 80, une crise encore a pu naître au sein de la société calédonienne, et les différentes forces en présence étaient les forces indépendantistes animées par le FLNKS, et notamment le RPCR de Jacques Lafleur, qui est un militant caldoche. Les caldoches sont les néo-calédoniens d'origine française qui sont sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie depuis de nombreuses générations. Et donc, évidemment, le RPCR était un parti non indépendantiste qui faisait face au FLNKS, parti indépendantiste. Et donc, les événements se sont envenimés jusqu'à ce que ça devienne assez radical et violent. Le fait colonial engendre en lui-même des inégalités sociales et politiques qui sont telles, et des politiques de discrimination, que effectivement la situation devient très vite explosive quand le peuple colonisé refuse ce statut de paria. Et comme disait le poète et chanteur, auteur-compositeur gabonais Pierre Claver Akenenge, tout peuple est considérable, et comme tout peuple du monde, évidemment, le peuple kanak est un peuple considérable. Et donc, ce qui s'est passé à l'issue des événements tragiques, ponctués notamment des années 80, ponctués notamment par l'assaut de la grotte d'Ouvéa après l'enlèvement de gendarmes français et par des militants kanak qui n'étaient pas du FLNKS, qui étaient d'une autre branche politique plus radicale, les 19 morts à la suite de l'intervention du GIGN, une tragédie donc, autre tragédie, donc le 4 mai 1989, l'assassinat par un militant kanak d'une autre branche de Jean-Marie Tjibaou et de Yewene, donc deux grands militants du FLNKS. En tout état de cause, Jean-Marie Tjibaou a accédé à une célébrité internationale du fait de son engagement sur 15 ans. Il est devenu le symbole de la lutte du peuple kanak pour sa libération. Et les accords avant son décès, il a quand même pu signer avec Jacques Lafleur et avec le concours du gouvernement français emmené par le Premier ministre d'alors, Michel Rocard, les accords de Matignon, qui ont permis une sorte de modus vivendi permettant une paix sociale certes fragile, certes marquée par quelques inégalités, mais une sorte de paix sociale avec toujours cette perspective à travers différents référendums qu'on puisse s'acheminer plus ou moins vers une forme d'autonomie ou une forme de sortie du colonialisme. Malheureusement, la spécificité du corps électoral et malheureusement la spécificité du rapport de force numérique
fait en sorte que, bien sûr, les Kanaks sont minoritaires depuis le milieu des années 70. Depuis les années 70, ils représentent 40% de la population. Et l'élargissement actuel du corps électoral voulu par le gouvernement Macron ces dernières semaines a fait en sorte que, comme dans n'importe quel autre département français, d'ailleurs la Nouvelle-Calédonie n'est pas un département, elle a un statut spécial, que les Kanaks puissent se retrouver encore plus minoritaires si on autorise des personnes arrivées de fraîche date en Nouvelle-Calédonie à voter aux élections. Donc là, du coup, l'indépendance est forcément remise aux calendes grecques, sachant que le dernier référendum sur l'indépendance, qui a eu lieu au plein fort de la crise du Covid-19, a été boycotté par les militants kanaks du fait que leur communauté avait payé un lourd tribut à l'épidémie de Covid-19. Ils étaient en train de faire les cérémonies mortuaires très importantes dans leur communauté et ils ne tenaient pas à participer au scrutin. Et le scrutin électoral du référendum a quand même été maintenu par le pouvoir de Paris. Et effectivement, les résultats du référendum, qui ne sont pas favorables bien sûr à l'indépendance, ne sauraient engager la communauté militante kanak, puisqu'elle était en train d'accompagner la transition de ces morts et de faire les cérémonies adaptées. Et donc, ayant boycotté le scrutin, ce scrutin ne pouvait pas être brandi aux Kanaks comme une preuve du maintien de la communauté calédonienne dans son ensemble, de rester dans le giron français. Et ce qui vient encore plus mettre le feu aux poudres, c'est les événements de ces dernières semaines, donc la nécessité par le gouvernement français, à travers un vote proposé à l'Assemblée nationale et adopté, et bien d'élargir le corps électoral. Donc ce faisant, les Kanaks deviennent de plus en plus minoritaires à terme dans leur pays, et finalement c'est une façon d'entériner le fait colonial une bonne fois pour toutes. Et donc de ce fait, le gouvernement Macron nous ramène plus de 45 ans en arrière. Et c'est un retour à la case départ qui est trop pénible pour la communauté kanak et qui justifie en quelque sorte l'insurrection, et non pas les émeutes, l'insurrection qui a eu lieu ces dernières semaines. Sachant en plus que sur les territoires de la Nouvelle-Calédonie, comme dans toute société coloniale, il y a des milices d'extrême droite, des milices fascistes, des milices de personnes favorables au maintien coûte que coûte de la tutelle française, et qui sont ultra violentes et qui n'hésitent pas à tirer sur les Kanaks, donc qui sont sur les barrages. Donc vous voyez, la situation est particulièrement explosive et le risque de guerre civile est vraiment là. Et donc le titre de cette vidéo d'aujourd'hui s'intitule La Kanaki et nous, mais pourquoi la Kanaki? Nous le savons maintenant. Pourquoi nous? Tout simplement parce que nous sommes tous concernés par ce fait colonial, quel que soit notre statut administratif, quelle que soit notre nationalité, quelles que soient nos origines en quelque sorte, puisque le fait colonial est une grande tragédie de l'humanité, et beaucoup de colonialismes sont dénoncés ces derniers temps, à juste titre, puisque le colonialisme, c'est le fait d'entériner une situation d'inégalité des droits entre différentes communautés, et certains ont tous les droits et d'autres n'en ont aucun, et sont de ce fait citoyens de seconde zone, et quelquefois des étrangers dans leur propre pays, ou des parias dans leur propre pays. C'est le cas de la Nouvelle-Calédonie, mais c'est le cas aussi d'autres territoires dans le monde. Alors ce à quoi nous assistons, on parle toujours à partir d'un point précis. Moi je me trouve en France, donc je parle à partir du point où je suis. Donc c'est normal. Et donc les personnes vivant en France, quelle que soit leur nationalité, c'est vrai pour les personnes aussi de nationalité française, doivent faire preuve d'empathie vis-à-vis de ce que vivent les Kanaks. La colonisation n'est bonne pour personne.
Et donc, mettons-nous à leur place et nous verrons vraiment ce qu'il en coûte. La France a été occupée d'ailleurs de 1940 à 1944 par l'Allemagne nazie. Et les Français étaient à cette époque des citoyens de seconde zone, donc ils savent certainement de quoi il s'agit. Ce à quoi nous assistons actuellement en France, dans la sphère médiatique, et aussi dans une partie de la sphère politique, c'est à une inversion des valeurs. Inversion des valeurs, parce que, effectivement, les gens qui soutiennent en France la cause kanak appartiennent à certains mouvements de gauche radicale, des mouvements, comment dirais-je, anticolonialistes. Et dans les médias mainstream, on présente les anticolonialistes comme des gens violents, comme des gens haineux, et les populations sur place, donc en l'occurrence en Kanaki, en Nouvelle-Calédonie, qui contestent le colonialisme comme des populations violentes. C'est un vieux classique en fait. C'est l'inversion des valeurs, c'est-à-dire que c'est la victime qui est coupable. Donc c'est un peu comme quand on dit dans les questions de ségrégation raciale, de discrimination, cette personne a été agressée par des policiers parce qu'elle est noire. Ben non, personne n'est agressé parce on est agressé parce qu'il y a du racisme et parce que les personnes qui vous agressent sont racistes. Mais le fait d'être noir est en aucune manière un problème. Celui d'être blanc non plus d'ailleurs. Donc voilà. Donc inversion des valeurs. Alors je vais rentrer peut-être un petit peu dans quelque chose d'un peu philosophique, parce que j'aime beaucoup la philosophie. Elle nous permet de comprendre beaucoup de choses dans les phénomènes qui agitent l'humanité. Tout à l'heure, je disais que pendant la crise du Covid-19, les Kanaks ont honoré le passage ou la transition de leur mort et faisaient les cérémonies appropriées. Et donc, il y a toute une conception du temps qui fait en sorte qu'il y a une différence entre les gouvernants de la France, notamment ceux qui ont cette vision coloniale ancrée en eux, et la société kanak traditionnelle. Mais ça peut être vrai aussi pour tous les gens qui adhèrent à des philosophies autres que la philosophie utilitariste du colonialisme. Parce qu'on s'aperçoit aussi que dans de nombreux pays du monde, les gens qui adhèrent, quelles que soient leurs origines, à la philosophie coloniale, sont des gens qui sont dans une démarche utilitariste, essentiellement économique, essentiellement intéressés. Et leur paradigme, en fait, c'est que la volonté de tirer son épingle du jeu et de gagner de l'argent, éventuellement sur le dos du peuple majoritaire, qu'il s'agisse de la majorité sociale ou de la majorité ancestrale, c'est pas grave, parce que de toute façon, déjà le racisme est sa propre justification. C'est-à-dire quand vous surfez sur la haine raciale, a priori vous avez toujours raison, parce que le racisme est sa propre justification. Et évidemment, le raciste idéologique et le raciste politique, celui qui dispose du pouvoir d'imposer sa vérité, celui qui dispose du pouvoir d'imposer un système inégalitaire, a raison parce qu'il a le pouvoir. Donc il est légitime parce qu'il a le moyen de tout gaspiller, de tout raser. Donc ça lui donne une position d'autorité, et on a tendance, influencé que nous sommes par les médias mainstream, que celui qui a le pouvoir de tout gaspiller, parce qu'il a avec lui la police, il a avec lui l'armée, il est légitime. Alors, c'est vrai pour la France coloniale ou néocoloniale, mais c'est vrai aussi pour d'autres pays. Des pays comme des pays chez nous, il suffit de porter un kaki ou d'avoir la force des médias avec soi, des médias officiels, de parader avec des discours creux et d'avoir une fortune conséquente, et d'avoir avec soi tous les symboles du pouvoir, tous les symboles tous les symboles, fait en sorte qu'on devient un être quasi divin, et notre politique devient de ce fait incontestable. Et toutes les persécutions sont de ce fait légitimées. Donc ça dépasse même le cadre de l'affrontement colonisé ou colonisateur. C'est beaucoup plus complexe.
on est dans une vision du monde utilitariste, cynique, où finalement les gens qui sont toujours en auto-représentation ont tous les droits et disposent de médias à leur botte qui pratiquent une sorte de lavage de cerveau des populations, ce qui fait que les gens les plus éveillés apparaissent comme des fanatiques finalement. Et c'est ça qui caractérise l'inversion des valeurs. Alors bon, on peut aller plus loin et parler carrément de philosophie. C'est qu'à l'origine, la philosophie, c'est le fait de penser qu'on doit s'améliorer constamment au fur et à mesure de nos réincarnations. Alors c'est à ce moment-là que certains d'entre vous vont dire, bon bah moi, si ça en arrive là, bon bah écoutez, moi je vais zapper et je ne vais plus suivre cette vidéo. Bon, bah, c'est un risque à prendre, mais ce que je veux dire simplement, c'est que il y a des philosophies où on part du principe qu'on est là pour s'améliorer. Mais il y a aussi, au fur et à mesure, des différentes incarnations ou réincarnations qu'on aura dans notre vie. C'est ce que pensaient beaucoup de peuples de l'Antiquité. C'est ce que pensent encore des gens maintenant. Voilà. Et il y a aussi des gens qui sont tout simplement athées, mais qui pensent qu'on n'a qu'une seule vie, et dans cette seule vie, on doit s'améliorer. Bah, finalement, ils font le job. Ça revient presque au même dans les faits. Même si la vision du monde semble différente, mais il y a toujours cette volonté de faire un travail sur soi et de s'améliorer. À l'opposé de cela, il y a ce que j'appellerais l'angoisse. Alors ça ne vient pas de moi, ça vient d'un ami poète avec qui je me suis brouillé, bon, malheureusement, et il appelait ça l'angoisse des éphémères. C'est-à-dire que des gens qui savent ou qui croient être éphémères savent qu'ils ont très peu de périodes de temps, et ça rappelle un peu ce qu'on trouve dans le christianisme, hein, notamment avec celui qui est appelé par les chrétiens le diable, et qui sait qu'il a une courte période de temps, donc il va essayer de tout gaspiller pendant cette période. Alors moi, attention, je ne suis pas devenu chrétien, mais le symbole, je le trouve très intéressant. C'est-à-dire, à partir du moment où tu sais que tu as eu très peu de période de temps, tu veux avoir ta place au soleil, et tant pis si tu dois marcher sur les autres. Ben ça, c'est exactement la philosophie coloniale, mais c'est aussi la philosophie du pervers narcissique. Parce que le pervers narcissique ou le psychopathe est en proie psychologiquement à un vide existentiel. Et donc, ce vide existentiel, il doit le combler en occupant toute la place, même s'il doit marcher sur les autres. Effectivement, tout ce qui est réussite sociale, tout ce qui est lutte pour le pouvoir, bah, tous les meilleurs moyens sont possibles. Et effectivement, il y a toujours la célébration de soi à travers un récit magique où on apparaît comme le sauveur ou la personne parfaite. Et comme il faut diaboliser les autres, bah, effectivement, on retrouve tous ces process de considérer les autres comme des racailles ou comme des émeutiers. Simplement parce qu'ils veulent un partage du pouvoir et une reconnaissance de leurs droits. Et c'est pour ça que dans un tel contexte, on nous parle de wokisme. On nous dit, bah oui, bah, tous ces gens qui sont anticoloniaux, etc., quelles que soient leurs origines d'ailleurs, bah, vous êtes dans le wokisme. Si vous voulez le respect de la femme, vous êtes dans le wokisme. Parce que bah, voilà, vous passez votre temps à vous plaindre et vous avez une idéologie de revanche, alors que ce que veulent les gens, c'est tout simplement l'égalité. La lutte du peuple kanak peut être comparée sur le plan géographique et sur le plan culturel à la lutte du peuple de la Papouasie de l'Ouest, qui est aussi un peuple de l'Océanie et d'origine mélanésienne, qui actuellement colonisé, une colonisation très féroce par l'Indonésie, qui depuis quelques années veut prendre une possession totale des terres de la Papouasie de l'Ouest. Et évidemment, le peuple de Papouasie de l'Ouest résiste lui aussi, comme le peuple kanak, d'une autre façon, mais en tout cas résiste aussi de façon très héroïque et de façon aussi en utilisant la lutte armée malgré l'inégalité des moyens mis en œuvre. Donc honneur et respect pour ce peuple kanak, et honneur et respect bien sûr pour ce peuple de la Papouasie de l'Ouest,
Benny Wenda, d'ailleurs, leader en exil, est l'un des leaders de cette Papouasie de l'Ouest, leader en exil en Angleterre, a été réélu il n'y a pas longtemps le leader de cette communauté des Papous de l'Ouest. Donc, en tant qu'observateur et acteur, nous sommes tous à la fois observateurs et acteurs. Hier, j'étais d'ailleurs personnellement à une manifestation organisée à Paris par 10 associations politiques organisation de soutien à la cause kanak, et nous avons marché de République jusqu'à Nation. Et en fait, il est important de se sentir solidaire de tous ces peuples. Si on a une approche entre guillemets universelle, comme la grande philosophe Simone Veil avec un W, qui parlait de la notion d'égalité et de justice, un peu à la façon de la Maat des Égyptiens de l'Égypte antique. Si on a une vision de l'humanité qui n'est pas une vision coloniale et une vision falsificatrice, on saura que toutes les couleurs de l'humanité se retrouvent sur tous les continents, et la présence notamment africaine ou de personnes ayant un phénotype africain se trouve sur tous les continents. Il suffit de lire par exemple Runoko Rashidi dans son histoire millénaire des Africains en Asie, ce qu'il dit sur les îles Salomon, sur d'autres parties du monde, sur l'Inde. Et si on a la sensation de ne pas être un étranger absolu, parce qu'on veut faire croire à certains peuples qui sont des étrangers absolus, c'est une notion étrange. Ils seraient étrangers absolus sur leur propre terre de naissance. Quand ils sont en situation de diaspora, ils sont des étrangers absolus et les autres sont légitimes partout où ils sont. Alors évidemment, tous les antiracistes de toute origine contestent cette idée, saugrenue d'ailleurs, que certains seraient légitimes partout et que d'autres seraient des étrangers absolus partout où ils sont. Donc c'est vraiment la question de l'égalité qu'il faut mettre en avant par rapport à ces questions, et tout peuple. Je conclurai avec cette citation encore du poète gabonais Akenenge, c'est-à-dire tout peuple est considérable, et il en va ainsi, et c'est aussi le cas effectivement pour ce peuple de Kanaki qu'il faut soutenir à tout prix, car sa lutte depuis 170 ans contre le colonialisme le plus radical, le plus brutal, cette lutte doit être soutenue, surtout au moment où on s'apprête par des artifices juridiques à le rendre ultra minoritaire chez lui, ce qu'il n'acceptera pas, parce que après 170 ans de lutte, il ne faut pas s'attendre à ce que le peuple kanak baisse les bras. Voilà. Donc j'espère que cet exposé de la situation en Kanaki et de ce rapport que cela peut avoir avec notre vision du monde personnel vous a intéressé, et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour d'autres vidéos sur des sujets, je l'espère, tout aussi brûlants, mais j'espère qu'ils seront moins tragiques et moins anxiogènes, mais en tout cas nous gardons la foi. À bientôt. Votre peuple est riche, mais vos terres aussi sont riches, et votre richesse, l'État français en a longuement et grandement besoin. Rappelons que votre île, votre territoire, c'est l'équivalent de 65 milliards d'euros par an. Et l'État français n'est pas prêt à renoncer à cela. La Nouvelle-Calédonie, c'est déjà bien plus grand que la France. La Nouvelle-Calédonie, c'est 20% des réserves en termes de nickel au niveau mondial. En termes de prospects concernant l'hydrocarbure, etc., votre sous-sol est riche. Donc on sait bien pourquoi l'État français tient autant à la Nouvelle-Calédonie. C'est parce qu'il y a beaucoup de richesses à prendre, à piller. La lutte du colonisateur, le combat que mène le colonisateur
n'est lié qu'à des intérêts économiques. Quoi qu'on nous dise, ils ne nous aiment pas. Ce qu'ils aiment, c'est ce que nous leur apportons. Grâce à nous, la France est le seul pays où le soleil ne se couche jamais. Grâce à nous, la France est la 12e puissance maritime mondiale. Nous ne devons rien à la France, c'est la France qui nous doit tout. Ne baissons pas la tête. Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Mayotte, Nouvelle-Calédonie. Sachez que c'est nous qui faisons la richesse de la France. Ne baissons pas la tête. Nous ne devons rien et c'est la France qui nous doit tout. Oh. Mets-toi dans la foule. Un peu plus haut, un peu plus haut. Comme ça, je te prends de dos. Oh, de dos. Au-dessus de la tête. Plus haut, plus haut, plus haut. Devant le Sénat, devant l'Assemblée nationale, on a écrit des lettres à chaque parlementaire pour expliquer les conséquences désastreuses si ce vote passe. On a dit, la situation était explosive. Ils ont alerté la Banque Anaki. Ils étaient des milliers pendant des mois à manifester, à se rassembler pacifiquement, sereinement, dans la dignité. Le gouvernement a été sourd à toutes ces revendications, à toutes ces mobilisations, et ça a explosé. Ça a explosé dans les quartiers populaires. D'abord, parce que c'est une jeunesse aussi qui est oubliée, qui est marginalisée, qui subit les discriminations, qui subit le désespoir, parce que l'échec scolaire, le manque d'emploi, le manque de formation, une jeunesse qui ne trouve pas sa place à Nouméa, la ville blanche, qui est dominée par l'argent et par les Européens. Ils se sont révoltés aujourd'hui. Aujourd'hui, on discriminise, on inculpe la CCAT. La CCAT, c'est la coordination des actions de terrain. 15 assignations à résidence. Ils ne peuvent plus communiquer, alors que c'était des manifestations pacifiques depuis des mois. Maintenant, on leur demande d'éteindre le feu. Maintenant que Macron et le gouvernement ont allumé le feu, on leur demande, alors qu'ils sont assignés à résidence. Alors qu'ils sont assignés à résidence et qu'ils ne peuvent pas sortir ni communiquer, on leur demande dans un temps très court d'éteindre ce feu. Depuis des mois, ils ont demandé une mission de dialogue qui vient juste d'arriver sur le terrain. Ça fait des mois qu'ils manifestent, qu'ils demandent une mission de dialogue. Maintenant, le gouvernement était sourd. Le feu est allumé, ça va être très dur de l'éteindre, mais on va y arriver. Donc, la mobilisation continue là-bas, sur les barrages. Il y a plusieurs sortes de barrages, ne mélangeons pas tout. Nous appelons aussi au calme et à la sérénité. La CCAT appelle aussi au calme, la sérénité, mais continue les mobilisations, parce qu'il faut retirer ce projet de loi du dégel du corps électoral. Donc, restons mobilisés, soyons solidaires de cette lutte. Merci à tous pour cette mobilisation. Merci à la jeunesse. Merci à tous. On les filles, donc maintenant on va laisser la place à David Wanabo qui est membre de CCAT. On demande d'applaudir M. Wanabo. On les filles. Merci. C'est toi qui mérite respect que je prends la parole au nom de la CCAT, au nom de tous ces cas-là qui sont là.
Chez nous, en Kanaki, quand on prend la parole dans une terre étrangère, on doit toujours demander la permission à tous les esprits de l'endroit. Voilà, merci. Vous étiez venus au nom de la CCAT. La CCAT, c'est quoi? Je crois que Mina vous a expliqué c'est quoi la CCAT. La CCAT a été créée le 18 novembre à Thio. On avait dit qu'il y avait l'équipe qui discutait. L'équipe de discussion qui a été décidée au congrès de l'Oswata, le congrès de l'EPLN. Mais nous, on a décidé qu'on organisait des mobilisations sur le terrain pour aider ceux qui discutent là-haut. Après, les discussions se sont arrêtées. Les discussions ont été reprises par les groupes du congrès, les groupes qui sont au congrès. Et aujourd'hui, toutes les discussions se sont arrêtées. Pour dire quoi? Aujourd'hui, que nous manifestons hier pour eux en Calédonie, hier dans la journée, ils ont enterré le jeune Malo, le jeune Salo, qui a été abattu par la milice. Voilà pourquoi on se demande quelle est la excusez-moi, je suis un peu ému. La vie d'un Kanak, elle est comment? La vie d'un jeune Kanak, par rapport à la vie à Macron, par rapport à la vie des Kalos qui sont là-bas, parmi la vie des milices qui sèment la terreur là-bas. C'est quoi la vie des Kanak? On nous tire comme des lapins dans les prairies. Et ce sont les paroles de Jean-Marie. Quand ils ont tué les frères à Jean-Marie, Jean-Marie l'avait dit que maintenant, nous ne sommes plus que des poumis, comme des capards, qu'on pouvait les piétiner dans la prairie. Parce que nous sommes aujourd'hui le Kanak. Le corps électoral a été toujours la mère des batailles. On ne va pas refaire l'historique du peuple Kanak. Comme disait Jean-Marie, on est fatigué. Fatigué d'expliquer notre histoire. On est fatigué. À quoi ils vont nous prendre en considération? Quand je viens ici, la première fois que je viens en France, la première fois que je viens à Paris, et quand je vois tout le monde qui sont heureux dans leur pays, pourquoi le Kanak n'est pas aussi heureux chez lui? Monsieur Darmanin a déclaré que la CCAT est une organisation mafieuse. Ce sont des terroristes. Comme disait Dominique tout à l'heure, ça fait 6 mois qu'on parcourt la Calédonie, la Kanaki, depuis les Semnons jusqu'au sud et dans le pays de Tehounégoné et Yaï, pour expliquer c'est quoi les enjeux, c'est quoi les conséquences du passage du dégel du corps électoral. On est venu ici, on s'est dit en Kanaki que peut-être, comme on ne nous écoutait pas là-bas en Kanaki, peut-être que les députés qui sont ici et les sénateurs, peut-être qu'ils sont des gens intelligents. Peut-être qu'ils vont nous comprendre. Quand on leur a dit, ne votez pas ce projet de loi parce que les conséquences sont là. Et ils ont accusé, non, ils ont 353 députés ont voté pour le dégel du corps électoral. Et comme je disais aux députés, 233 sénateurs ont voulu la mort du peuple kanak. Et là, les 353 députés, ils ont vraiment appuyé à sauver le peuple kanak. C'est pour dire un peu qu'on n'a rien contre le peuple français. On n'a rien contre le peuple français. Nous, c'est le système qui est là. C'est un système mafieux. C'est plutôt un système mafieux, voilà. Et je pèse mes mots. Quand vous voyez 7 jeunes qui ont été abattus, et pardon à le peuple d'Ouvia Mufutuna, parce qu'il y a eu 2 jeunes Wallisiens et un jeune Futunien qui ont décidé de faire de la Kanaki leur pays. Ils ont péri aussi sous les balles de la milice. Non. Et comme je disais que malgré tout ça, Macron il a été en Calédonie. Il n'a pas atterri en France encore.
qu'il y a déjà un jeune qui se fait buter là-bas. C'était le jeune Grodit de la tribu de Tiwaka à Poindimier. Voilà le système de l'État. C'est discuter avec nous. En même temps, vous avez les forces de l'ordre et puis les milices qui accompagnent les forces de l'ordre en Calédonie pour chasser et tuer le Kanak. Mais c'est pas ça qui va décourager. Jean-Marie disait toujours que tant qu'il y aura un Kanak sur terre, le Kanak continuera à emmerder le peuple congolais. Et je vais terminer par des citations à Jean-Marie qui disait toujours que nous mourrons avec notre dignité. La dignité, c'est quelque chose qu'on nous a donné. Mais nous mourrons avec notre dignité. Mais tant que tu auras toujours quelqu'un avec sa dignité qui va vivre, il continuera à emmerder tout le monde. Merci.